Bonjour, je m'appelle Charline, je suis étudiante en soins infirmiers, puis aujourd'hui, je vais présenter mon travail de stage de chirurgie. Donc, je vais commencer. J'ai un patient âgé de 86 ans, un homme, qui a été admis pour surinfection de plaies post-parodistectomie. Donc, comme je viens juste de mentionner, il a subi une parodistectomie et une manifestation possible en pré-op sont masse indolore à la mâchoire, à la joue, à la bouche ou au cou. Douleur qui disparaît pas à la bouche, à l'oreille, à la mâchoire, à la gorge et au cou. Difficulté à ouvrir grand la bouche, engourdissement, manque de sensibilité d'une partie du visage, affaissement ou faiblesse des muscles d'un côté du visage, secousse des muscles du visage, difficulté à avaler, donc ça fait qu'il y a un écoulement de bave, l'armoiement à l'œil, difficulté à fermer un œil, sang dans la salive, changement de voix dans la voix, nez congestionné, puis changement aussi de la texture un peu de la peau au-dessus de la bosse, sur la mâchoire, la joue, le cou ou la bouche. Donc, cette chirurgie-là, souvent, est associée avec le cancer des glandes salivaires. Donc moi, je sais pas, j'avais pas accès à ces informations-là lors de mon stage, mais c'est souvent pour ceux qui ont cette chirurgie-là. Donc, les problèmes prioritaires sont le premier, infection de la plaie. Donc, les interventions infirmières sont l'évaluation de la plaie d'IV, donc surtout au changement de pansement, puis surveiller l'apparition de ces symptômes d'infection systémique, parce que même si à ce moment-là, c'était juste régional, local, euh, ça peut toujours aller dans le système et se propager. Ensuite, risque de délirium, comme j'ai mentionné, mon patient est très âgé, il a 86 ans, donc il est très à risque de délirium, surtout qu'il a été opéré, qu'il est resté, qu'il a eu son congé, puis qu'il a fallu qu'il revienne, puis qu'il est présent pour un moment indéterminé dans le temps. Donc, les interventions infirmières, ce serait la prise des signes neurologiques, BD, puis au besoin, aussi parce qu'il y a un antécédent de troubles neurocognitifs. Puis, planifier des visites régulières dans la chambre pour l'orienter s'il ne l'est pas. Puis, vraiment sécuriser la personne parce que même si il y a ou non des visites, ils peuvent se sentir très seuls et ça peut être un élément déclencheur du délirium. Donc, il présente plusieurs facteurs de risque, dont son âge qui est un gros facteur de risque et plusieurs de ses antécédents. Donc, en général, ses antécédents sont diabète, HTA, obésité. Il est plus obèse maintenant, mais c'est un antécédent. Hypothyroïdie, hernie, anémie, fibrillation auriculaire, AVC, apnée du sommeil, myopénis et troubles neurologiques. Donc, son diagnostic actif, en fait, c'est l'infection de la plaie post-op, évidemment cervicale du niveau droit. Ensuite, je vais y aller avec ici, donc les complications possibles de la surinfection. Le plaie, c'est l'hémorragie, le syndrome de Frey, la paralysie faciale définitive, un hématome dans la plaie, l'accumulation de salive à l'endroit où il y a eu la chirurgie ou un écoulement par la cicatrice. Puis, complications présentes, en fait, c'est ce qu'il y a, une surinfection de la plaie. Donc, lorsqu'il a été admis à l'urgence, il a passé quelques examens et analyses, puis ensuite il a été envoyé sur les tâches. Donc, culture de plaie, créatinine sanguine, FSC, puis analyse des protéines CRP. Je vais vous présenter mon tableau qui détaille tout cela, puis on va revenir à mon schéma après. Donc, ici, j'ai l'analyse des protéines, donc spécifique. La description, c'est, il analyse en fait la protéine C-réactive. En fait, c'est vraiment ça qu'on va regarder, qui pourrait nous déterminer la présence d'une infection. Donc, si il y a un niveau d'inflammation, c'est là qu'on va voir si le taux correspond. Donc, son résultat, c'était 13,5 mg par litre. Puis les valeurs de référence, c'est 0 à 0,5. Donc, il y avait clairement une infection. Puis c'est ça qu'on a déterminé, vu que c'était vraiment au-dessus des valeurs de référence. Ensuite, les interventions ou les surveillances spécifiques à cet examen-là, on fait, mais c'est sûr que ça dépend le protocole dépend d'un établissement à un autre. Souvent, on ne demande pas un jeûne. D'autres places demandent un jeûne de 4 à 12 heures avant le test. Puis ça dépend. Puis en fait, la procédure, c'est bien simple. On prend un échantillon de sang, euh, avec le bon tube requis pour le laboratoire, puis on l'étiquette, puis on l'envoie au laboratoire ensuite.
Deuxième examen, en fait, c'est la biochimie clinique. C'est une créatinine sanguine qui sert à analyser la fonction rénale. C'est une évaluation qui a été faite, en fait, de routine à l'urgence. Donc, la plupart des personnes le passent, un examen de routine. Puis, son sodium 137, potassium 4,09, chlorure 103, urée 3,7, créatinine 87. Donc, sodium, les valeurs de référence sont de 135 à 148 millimoles par litre, potassium 350 à 5 millimoles par litre, chlorure 98 à 109 millimoles par litre, l'urée 2,5 à 8,8 millimoles par litre, puis créatinine 62 à 115. Donc, tout est beau, il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien à signaler à ce niveau-là. Donc, avant, il n'est pas nécessairement d'être à jeun pour ce test-là. Encore une fois, on prélève un échantillon de sang, on l'étiquette bien, on prend le bon tube aussi lors du prélèvement, on l'étiquette, puis on l'envoie au laboratoire pour qu'il se fasse analyser. Ensuite, en fait, c'est la microbiologie, donc la culture de plaie qui est effectuée pour choisir le meilleur antimicrobien pour contrer l'infection. Donc, c'est simple. L'indication de l'affection de la plaie, en fait, possible, qui a été finalement confirmée. Mais la coloration gramme, les leucocytes étaient en présence minime, les cellules épithéliales, il y avait une présence rare, cochigramme positif, présence minime, culture plaie superficielle, il y avait une présence modérée de l'organisme 1. Ensuite, Staphylococcus aureus probable. L'organisme 2, c'est Streptococcus. Groupe B, présence minime, fait que les streptocoques sont universellement sensibles à la pénicilline, mais finalement, le résultat escompté, c'est sûr que les valeurs de référence sont négatives. On espère qu'il n'y ait pas d'infection de grosses bactéries ou à part les bactéries normales sur la peau. Mais ici, c'est vraiment une infection de plaie colonisée par Staphylococcus aureus. Donc, avant la procédure, il faut nettoyer la plaie avec du NaCl 0,9%. La procédure, on passe un écouvillon dans la plaie selon le protocole de l'établissement. On fait des rotations d'écouvillon sur lui-même dans la lésion. On prélève l'échantillon à l'intérieur même de la plaie, puis pas sur la peau qui l'entoure. Puis après, on place l'écouvillon dans le milieu de transport, on étiquette, on note tout ça, puis on l'envoie. Puis, c'est important aussi d'indiquer si la plaie est superficielle ou profonde. Ensuite, le dernier examen, euh, un des examens qui a passé, c'est l'hématologie FSC. Encore une fois, un examen de routine à l'urgence. Puis c'est bon aussi pour voir, encore une fois, s'il y a une infection ou pas. Donc, globule blanc est à 9,3, globule rouge 3,23, HB 102, HT 0,307, VGM 95, HM 35,6, CHGM 332, DVE 13,9, VPM 8,8, puis plaquette 394. Donc ici, c'est toutes les valeurs de référence. Donc, ce qu'on a décidé avec ça, c'est qu'ils étaient tous bas dans HB, HT, GR, puis VPM. Fait qu'il y a une présence de ça fait partie des antécédents. Fait probablement que son médicament, à ce moment-là, n'était pas assez élevé pour les besoins de son métabolisme. Donc, sa dose a été élevée par la suite. Puis, c'est ça. Avant, pas nécessairement d'être à jeun, prélever l'échantillon de sang avec le bon tube, l'étiqueter et l'envoyer au laboratoire pour avoir les résultats par la suite. Donc, si je reviens ici aux soins et surveillance, il va y avoir la prise des signes neurologiques BD, que le but, c'est sûr, d'éceler toute anomalie. Il est aussi à risque de délirium. Donc, ça, on pourrait euh, le déceler avec la prise des signes neurologiques, comme j'ai mentionné auparavant. Et aussi, il y a un antécédent de troubles neurocognitifs. Donc, voilà de pourquoi. Puis, le résultat escompté dans la plupart des soins et surveillance que j'ai mentionnés ici, c'est sûr que ça soit toujours, tout soit dans les normes et tout soit beau. Puis que si jamais il y a quelque chose d'anormal, qu'on puisse agir le plus rapidement possible. Donc ensuite, il y aura réflexion de pansement, plus le refaire, d'y le but, nettoyer la plaie pour enlever, c'est comme les bactéries au pourtour, s'il y a trop de pus ou quelque chose, c'est m'en enlever un petit peu. Pas tout nettoyer pour qu'elle soit parfaite, parce qu'il y a des bonnes bactéries là-dedans. Mais aussi, c'est le moment d'évaluer vraiment la plaie. C'est là que tu vas avoir le meilleur angle. C'est là que tu vas vraiment pouvoir voir s'il y a une amélioration ou une détérioration. Puis le résultat escompté, comme j'ai mentionné avant. Donc, que la plaie soit propre, que le pansement soit bien collé, puis qu'on ait pu faire nos évaluations. Ensuite, l'évaluation respiratoire ordinée.
le but, encore la même chose, puis résultat escompté, encore la même chose. On fait ça à la plupart de nos patients. Et en plus, lui, il y a tu sais, surtout quand tu as des antécédents de problèmes respiratoires, on le fait. Personnes âgées, on le fait. On le fait pas mal à tout le monde. Ensuite, la prise de signes vitaux, même chose. Même chose. BID. Surtout qu'il y a des antécédents d'HTA, qu'on le fait. Très important. Puis ensuite, la prise de glycémie capillaire, antécédent de diabète, encore une fois. Donc, son but, c'est de déterminer s'il est en hypo, en hyper ou il est stable. Puis le résultat, c'est sûr que tout soit dans les normes. Si jamais il est en hypo ou en hyper, on peut agir directement puis lui donner la médication nécessaire. Donc, l'insuline dans son cas. Je vais ensuite passer aux médicaments. Je ne vais pas toutes les nommer, je ne vais pas avoir le temps, mais on va commencer avec la raison pourquoi il est là. Qu'il y a une infection, il a des antibiotiques IV. Donc, la pyrapiricilline, pipéracilline, pardon, tazobactam. Donc, c'est un anti-infectieux à spectre large. Sa dose, c'est 50 ml par 3 grammes via pouce seringue. Fréquence QD, par l'administration IV. Les effets secondaires principaux sont nausées, vomissements, diarrhée puis candidose parce que les antibiotiques peuvent modifier le pH au niveau des organes génitaux puis en général dans ton corps. Donc, les plus à risque de candidose. Puis, surveillance infirmière, c'est évaluer les signes et symptômes d'infection pour voir s'il y a une amélioration, si c'est stable ou une détérioration pour savoir si le médicament agit comme il devrait ou si c'est pas le bon pour la bonne bactérie. Donc, c'est ça. Puis, évaluer la présence de réactions allergiques parce que plusieurs personnes sont allergiques aux antibiotiques, dont la pénicilline qui est très populaire. Ensuite, il prend plusieurs antihypertenseurs, donc deux, du Micardis puis du nifedipine. Donc, Micardis, c'est un comprimé de 40 mg dilué, puis il va à l'administration Péros. Puis nifedipine, c'est un comprimé de 30 mg dilué par voie Péros aussi. Les effets secondaires, c'est pas mal la même chose. Même chose pour les surveillances. Donc, nausées, céphalée, étourdissement, sensation de tête légère. Puis, surveillance, c'est surveiller, c'est sûr, le taux de potassium, les résultats des tests de la fonction rénale et hépatique. Vérifier la présence d'hypotension orthostatique ou s'il y a des signes. Puis, évaluer aussi le bilan ingesta-excrément. Ensuite, il prend du magnésium, donc c'est un supplément minéraux, une dose de 250 microgrammes BID par voie Péros. Les effets secondaires principaux sont nausées, vomissements, anorexie, crampes. Surveillance, c'est évaluer s'il y a des effets secondaires, si c'est trop, si c'est la bonne dose. Puis vérifier aussi la présence d'œdème aux pieds, aux jambes et aux chevilles. Ensuite, il prend du synthroïde, donc c'est un hormone thyroïdienne, un comprimé de 75 microgrammes d'Inéperos. L'effet secondaire principaux, tachycardie, palpitations, angine, arythmie, anxiété, insomnie, tremblement. Puis surveillance, c'est mesurer la pH et le pouls avant de le prendre parce que on va pas nécessairement le donner si jamais c'est trop haut. Même chose, je pense qu'avec le myocarditis, on prend la pression avant, parce que si tu veux baisser la pression, puis tu fais déjà la basse pression, il est correct, on va pas y en donner un pour qu'il redrop encore plus. Donc, avec les hypertenseurs, je tiens à leur dire, je sais pas si je l'avais écrit, mais je le dis parce que c'est très important. Puis, surveiller le taux ingesta-excréta, le taux de T3, T4, surveiller l'INRL, l'IMR, pour l'apparition des saignements, des chymoses, puis évaluer la condition cardiaque. Ensuite, il est diabétique, donc il prend un antidiabétique. Ici, c'est de l'insuline, donc de l'Humalog. Sa dose, c'est une échelle personnalisée, puis il prend demi-dose au coucher. Fréquence, ben, c'est quand on va prendre la glycémie capillaire, si jamais son taux trop bas, trop haut, peu importe, on va ensuite en administrer selon son échelle. Les effets secondaires principaux sont l'hypoglycémie, l'hypodystrophie, puis les surveillances. Ben, c'est sûr que c'est surveiller l'apparition des signes et symptômes d'hypo et d'hyperglycémie. Donc, j'ai tout nommé ici, diaphorèse, faiblesse, étourdissement, ça c'est pour hypo, puis hyper, polyurie, fatigue, polydipsie, rougeur, sécheresse, etc. Ensuite, prendre la vitamine B12, donc classe, ben, c'est des vitamines. Puis, dose, c'est un comprimé de 1200 microgrammes, fréquence diée, va d'administration Péros. Les effets secondaires principaux, c'est diarrhée, hypokaliémie, thrombose vasculaire périphérique et atrophie du nerf optique.
bénéfique. Les surveillances infirmières, c'est évaluer la possible carence de cette vitamine-là. Surveiller, c'est sûr, au niveau alimentaire, parce qu'on peut retrouver cette vitamine-là dans vos aliments de tous les jours. Donc, voir si ils mangent assez d'aliments en contenant, et vu la carence et tout. Et surveiller l'apparition d'œdème pulmonaire, les signes d'œdème. Puis, voilà.